La Russie était considérée au Vietnam comme le successeur légitime de l'Union soviétique, qui a soutenu le Vietnam pendant la guerre froide. L'Union soviétique a été un soutien ininterrompu du Vietnam pendant les guerres contre les Français et les États-Unis. Elle a aidé le Vietnam à obtenir son indépendance et l'a soutenu lors d'une guerre brève mais sanglante avec la Chine en 1969. Pour le Vietnam, il y a de forts sentiments et beaucoup de gratitude envers la Russie. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, c'est Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Nous avons eu beaucoup de développements cette semaine dans les relations internationales en raison de la visite du président russe Vladimir Poutine à Pyongyang, puis à Hanoï, pour la diplomatie en Asie du Nord et du Sud-Est. J'ai déjà parlé des changements significatifs que le nouveau traité de sécurité avec la Corée du Nord indique. Consultez la vidéo d'hier pour cette discussion. Aujourd'hui, je veux discuter d'un autre événement qui est un peu plus difficile à interpréter. La relation entre la Russie et le Vietnam, et plus généralement, la politique étrangère vietnamienne dans ce nouveau monde multipolaire. Pour m'aider dans cette tâche, j'ai le grand plaisir de parler à un collègue vietnamien du milieu universitaire, le Dr Song Nguyen. Le Dr Nguyen est chercheur invité à l'Institut Yusof Ishak de Singapour. Il travaillait comme journaliste à Hanoï et a obtenu son doctorat en sciences politiques à l'Université Victoria de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Le Dr Nguyen a également récemment publié un essai très perspicace dans un livre sur la neutralité post-1989, dans lequel j'ai également un chapitre. Son essai porte le beau titre « Bamboo in the Wind, Vietnam's Quest for Neutrality ». Il n'y a pas de meilleur moment pour en discuter qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Dr Nguyen, merci beaucoup de me rejoindre. Avec plaisir. C'est vraiment un honneur d'avoir l'occasion de parler avec vous et la chaîne. J'apprécie vraiment que vous preniez le temps pour cela, car interpréter le Vietnam est en fait difficile. Vous avez écrit un chapitre sur la quête de neutralité du Vietnam, et beaucoup de choses se passent au Vietnam et autour de lui. Le Vietnam semble organiser sa politique étrangère de manière très particulière. La visite de la Russie est la troisième en un an, après les visites de M. Biden et de Xi Jinping, et maintenant de Vladimir Poutine. Il semble y avoir beaucoup de coopération en cours. Comment interprétez-vous le fait que le Vietnam soit si désireux d'interagir avec tout le monde et d'élever le statut de chacun au plus haut niveau dans sa politique étrangère? Eh bien, je pense que cela commence avec la politique étrangère du Vietnam après la guerre froide. À cette époque, le Vietnam était préoccupé par son statut dans le monde, parce que son ancien allié, l'Union soviétique, s'était dissous. Il était difficile de déterminer comment aborder la politique étrangère dans ce nouveau contexte, sans le soutien de l'Union soviétique. La notion d'idéologie s'est en fait évaporée en tant qu'aspect central de la politique étrangère du Vietnam. Après la chute de l'Union soviétique, le Vietnam s'est tourné vers la Chine pour essayer de mettre en place un nouveau front pour protéger le socialisme. Cependant, les Chinois, en raison de leur nouveau pragmatisme, ont refusé. Ainsi, les dirigeants vietnamiens sont retournés à Hanoï et ont pensé « Que doit-on faire maintenant que nous ne pouvons plus utiliser l'idéologie comme principal soutien de la politique étrangère de l'État vietnamien ?» Ils ont alors développé une nouvelle approche pragmatique, passant d'une base idéologique à une base plus alignée sur les intérêts nationaux. Cela a progressivement évolué vers une approche de diplomatie du bambou. La diplomatie du bambou met en avant la racine fondamentale de la politique étrangère vietnamienne, qui reste orientée vers le socialisme. Cependant,
elle permet une flexibilité pour s'adapter à différents intérêts en fonction de la situation. L'objectif principal de la politique étrangère n'est plus l'idéologie, mais d'avoir autant d'amis et de partenaires que possible à travers le monde. Le Vietnam considère ses amis et partenaires comme un réseau solide pour soutenir sa politique étrangère et protéger ses intérêts nationaux. Cela explique pourquoi, au cours des dernières décennies, le Vietnam a continué d'élargir sa politique étrangère pour inclure des partenaires très différents à travers le monde, tels que la Corée du Nord, la Chine, la Russie et les États-Unis. Et plus important encore, depuis que le Vietnam a rejoint l'OMC, Organisation mondiale du commerce, il y a 20 ans, son économie est en plein essor. Le Vietnam est devenu de plus en plus un acteur important dans la région Indo-Pacifique. Cela explique pourquoi de nombreux grands acteurs, y compris les États-Unis, la Chine et la Russie, veulent tous attirer le Vietnam dans leur propre réseau. Cela explique également pourquoi tant de dirigeants mondiaux viennent visiter le Vietnam. De plus, cela explique pourquoi l'État vietnamien les accueille tous, y compris des personnages très différents comme Biden, Poutine et Xi Jinping. Il est important de noter que lors de toutes ces réunions, le Vietnam a élevé ses relations bilatérales avec les États-Unis à un partenariat stratégique global, similaire à ses relations avec la Russie et la Chine. Mais ensuite, ils ne s'engagent vraiment dans aucun bloc l'un contre l'autre. Le secret de leur succès est que les dirigeants vietnamiens comprennent la place du Vietnam dans le monde. Ils savent comment naviguer entre différents intérêts et les avantages et inconvénients de chaque position. Cela leur permet de maximiser les bénéfices tout en minimisant les revers potentiels d'être perçus comme trop proches de différents acteurs. Je suis très jaloux du Vietnam en ce moment parce que c'est la bonne façon d'utiliser une politique de neutralité. En revanche, les Suisses et d'autres se sont complètement trompés. Ils se sont simplement rangés du côté occidental, et c'est tout. Ils ne pensent pas au-delà de cela. Et le Vietnam semble évidemment agir dans son propre intérêt national, en forgeant des liens avec tout le monde, en étant ami avec tout le monde, et ennemi avec personne, n'est-ce pas? Maintenant, la question pour moi est, d'accord, disons deux questions. Premièrement, le partenariat stratégique global, qui est la propre catégorisation du Vietnam pour ses relations avec d'autres pays. Qu'est-ce que cela implique exactement? Pourquoi est-ce important? Et deuxièmement, pourquoi pensez-vous que Vladimir Poutine a choisi le Vietnam comme le seul endroit en Asie du Sud-Est à visiter après le Nord, au lieu d'aller vers d'autres partenaires potentiels comme l'Indonésie ou peut-être même la Thaïlande? Pourquoi a-t-il choisi le Vietnam? Oui, je pense que c'est une question très importante. Je pense que ce n'est pas facile à répondre non plus. Pour le Vietnam, il y a plusieurs niveaux de hiérarchie diplomatique. Le niveau le plus élevé n'est en fait pas le partenariat stratégique global, mais les partenariats spéciaux que le Vietnam réserve uniquement au Laos, au Cambodge et à Cuba. Il ne s'agit pas d'intérêt, car si vous considérez l'intérêt comme l'aspect le plus important de la politique étrangère, le Laos ou Cuba ne joue pas vraiment de rôle significatif dans l'économie ou la politique étrangère du Vietnam. Cependant, ils sont toujours considérés comme des partenaires spéciaux du Vietnam en raison de l'héritage historique. Nous reviendrons sur cet héritage historique plus tard, lorsque nous discuterons de la visite de Poutine à Hanoï. En même temps, la hiérarchie diplomatique de l'État vietnamien a accepté que le partenariat stratégique global soit le plus haut niveau de reconnaissance de l'amitié et du partenariat avec l'État vietnamien. Avant 2012, nous n'avions que 4 partenariats stratégiques globaux, y compris l'Inde, la Russie et la Chine. Plus tard, nous avons ajouté la Corée du Sud. En 2012, nous avons développé une approche forte et active pour étendre le concept de partenariats stratégiques globaux
à d'autres partenaires. Plus important encore, en septembre de l'année dernière, le Vietnam a amélioré sa relation avec les États-Unis. C'était une double amélioration. Avant 2023, les États-Unis n'étaient qu'un partenaire global, même pas un partenaire stratégique du Vietnam. Le Vietnam est ensuite passé à une double promotion vers un partenariat stratégique global. Après cela, nous avons ajouté l'Australie et le Japon à la liste. Maintenant, je pense que nous avons environ 7 partenaires stratégiques globaux. Ensuite, nous pourrions inclure Singapour et l'Indonésie également. Beaucoup de gens disent que lorsque vous avez autant de partenaires stratégiques globaux, cela devient moins significatif parce que si tout le monde est stratégique, alors personne ne l'est vraiment. Cependant, pour le Vietnam, cela envoie un signal très fort sur son intention d'avoir un réseau multilatéral pour améliorer sa politique étrangère. Il ne se concentre pas seulement sur les grandes puissances, mais essaye de multilatéraliser sa politique étrangère pour inclure également divers partenaires différents. Ce faisant, il peut créer un réseau solide d'amis et de partenariats à travers le monde, sans se concentrer uniquement sur les grandes puissances. Avec les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, la Russie au nord et la Corée du Sud, le Japon et l'Inde, le Vietnam crée un réseau robuste d'amitié. Le Vietnam peut rester au centre et connecter différents points à travers le monde. C'est le principal message que le Vietnam veut envoyer. Il vise à établir des partenariats stratégiques avec toutes ces grandes puissances. C'est une partie de la réponse. Si vous voulez en discuter davantage, nous pouvons en parler avant d'aborder la visite de Poutine. Juste une question. Qu'est-ce que cela signifie à l'intérieur du Vietnam? Just one question, what does it mean inside Vietnam? Because as far as I understand, strategic partnership. Parce que d'après ce que je comprends, le partenariat stratégique signifie également que les agences vietnamiennes individuelles sont désormais autorisées à faire plus, n'est-ce pas? Donc, c'est essentiellement libérer le potentiel que différents ministères et agences de coopération possèdent. Ce n'est pas seulement dirigé vers l'extérieur, c'est aussi vers l'intérieur. Oui, c'est vrai. Le partenariat stratégique global ne concerne pas seulement la coopération réelle entre le Vietnam et d'autres États. Par exemple, la Russie a été le deuxième partenaire stratégique global du Vietnam, après la Chine. Cependant, les relations économiques et commerciales bilatérales entre la Russie et le Vietnam ne sont pas aussi significatives que beaucoup de gens l'attendent. La Russie ne se classe qu'au 17e rang des partenaires commerciaux du Vietnam. Donc, c'est un peu similaire à rien, mais en même temps, le terme partenariat stratégique global signale en fait la capacité et la marge de coopération. Il indique qu'il n'y a aucune limite à la coopération entre les deux États à tous les niveaux. Le Vietnam est un cas unique parce que c'est un État à partie unique. Lorsqu'il coopère avec d'autres pays, il ne s'agit pas seulement de coopération d'État à État ou de gouvernement à gouvernement, mais aussi de parti à parti et de peuple à peuple. Sans ce type de cadre de partenariat stratégique global, cela peut être vraiment difficile. Par exemple, si je travaille pour une université au Vietnam et que je veux coopérer avec l'université de Stanford aux États-Unis, ce serait assez difficile. C'est parce que nous n'avons pas de partenariat stratégique en place. Lorsque vous voulez coopérer, vous devez passer par de nombreuses procédures administratives. Il est encore plus difficile d'obtenir l'approbation de l'État pour la coopération. Mais, avec un partenariat stratégique global, il devient plus facile de coopérer avec n'importe qui dans l'État. Bien sûr, il y a certaines contraintes basées sur des considérations idéologiques. Par exemple, il n'est pas aussi facile de coopérer avec les États-Unis en raison de préoccupations concernant des choses comme les révolutions de couleur. De même, coopérer avec des universités chinoises
pourrait soulever des préoccupations concernant l'intérêt national. Cependant, en théorie, il n'y a pas de contrainte lorsque vous voulez coopérer. Et donc, disons que l'État vietnamien veut organiser un exercice militaire conjoint avec les États-Unis et partager plus de renseignements. Auparavant, cela était très difficile, car nous n'étions pas des partenaires stratégiques globaux. Il y avait des contraintes sur des sujets plus politiquement sensibles, comme la coopération militaire ou le partage de renseignements. Mais maintenant, en tant que partenaires stratégiques globaux, il est plus facile pour les gens, en particulier les officiers de niveau inférieur, de proposer une coopération et d'obtenir des autorisations pour cela. Donc en gros, cela fournit un cadre pour coopérer librement avec d'autres États, donnant plus de latitude à différentes formes de coopération. Oui, donc en gros, c'est une libéralisation des échanges et des opportunités de coopération que ce cadre offre. Maintenant, passons à l'autre question. Pourquoi pensez-vous que le Vietnam et Hanoï ont été choisis comme deuxième lieu après Pyongyang? Pensez-vous que M. Poutine essaie de signaler aux amis du Vietnam, y compris le Japon et la Corée du Sud, que renforcer la Corée du Nord n'est pas la seule chose en cours? Comment voyez-vous cela? Du point de vue russe, je ne suis pas russe, mais d'après ce que je suppose, M. Poutine veut signaler que la Russie n'est pas isolée internationalement. Visiter un État paria comme la Corée du Nord seul ne transmet pas grand-chose. Mais quand vous arrivez à Hanoï et recevez un accueil vraiment chaleureux de l'État vietnamien, c'est une autre histoire. Après 2000 et 2021, je pense que le Vietnam est devenu un partenaire extrêmement important, à la fois pour l'Occident et pour la Chine. Son rôle dans la région est de plus en plus important. Donc, lorsque Poutine visite Hanoï et reçoit un accueil, cela signifie que la Russie n'est pas vraiment isolée. Elle a encore de très bons amis au Vietnam. En même temps, je pense que la raison pour laquelle M. Poutine a choisi le Vietnam et pourquoi le Vietnam a accepté la visite de M. Poutine implique de nombreuses dimensions différentes. Tout d'abord, et très important, il y a un aspect sentimental de la politique étrangère au Vietnam que de nombreux médias internationaux et analystes n'ont pas correctement abordé. Et la Russie était en fait considérée par le Vietnam comme le successeur légitime de l'Union soviétique, qui a soutenu le Vietnam pendant la guerre froide. L'Union soviétique a été un soutien ininterrompu du Vietnam pendant la guerre contre les Français et la guerre contre les États-Unis. Elle a aidé le Vietnam à obtenir son indépendance et a également soutenu le Vietnam lors d'une guerre brève mais sanglante avec la Chine en 1969. Pour le Vietnam, il y a de forts sentiments et un sentiment de gratitude envers la Russie en raison de la connexion historique entre le Vietnam et l'Union soviétique. Lorsque M. Poutine est devenu président en 2000, il a personnellement annulé de nombreuses dettes que l'État vietnamien devait à l'Union soviétique, environ 80% de la dette. C'était une somme énorme pour le Vietnam à cette époque. Le sentiment de gratitude est très fort, non seulement parmi les dirigeants de haut niveau, y compris le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, qui est essentiellement le leader suprême du Vietnam. Il a étudié en Russie pendant assez longtemps et a encore beaucoup d'histoires personnelles et de liens avec la Russie. Ce sentiment est également partagé par la population générale, qui a encore des liens et des sentiments forts envers la Russie. C'est pourquoi je crois personnellement que M. Poutine a choisi le Vietnam. Il recevrait probablement un accueil chaleureux, non seulement de la part des dirigeants à Hanoï, mais aussi de la population générale. Certainement, le sentiment est fort. Je pense que le Vietnam et la Russie ont encore beaucoup de marge pour coopérer. Le Vietnam, notamment en termes de sécurité
dépend fortement de la Russie. 80% de son approvisionnement en armes provient de la Russie. La Russie est le principal acteur soutenant le Vietnam en mer de Chine méridionale, en particulier avec les projets pétroliers et gaziers. Ces projets sont le principal outil du Vietnam pour contrer l'influence chinoise dans la région. Pour cette raison, le Vietnam valorise vraiment la Russie. Ce n'est pas seulement une question de sentiment, mais aussi de realpolitik. Le Vietnam a besoin de la Russie pour la défense et la sécurité, et la Russie a besoin du Vietnam pour montrer au monde qu'elle n'est pas isolée. Oui, je trouve ça tellement fascinant, parce que lorsque nous lisons dans les médias occidentaux, ils se concentrent souvent sur les armes que le Vietnam obtient de la Russie et les objectifs de Poutine concernant l'Ukraine. L'une des choses que je pense être négligée est, comme vous l'avez dit, que ces armes sont en fait les plus importantes pour le Vietnam contre la Chine. La Chine est actuellement la meilleure amie de la Russie, n'est-ce pas? Donc, en un sens, la Russie marche aussi sur une corde raide ici, parce que je ne pense pas qu'ils veuillent antagoniser les Chinois. Pourriez-vous expliquer un peu les problèmes que le Vietnam a avec la Chine, malgré le fait que les deux ont encore des leaderships officiellement communistes, alors que la Russie n'est officiellement plus communiste? Donc évidemment, nous sommes au-delà de cette partie idéologique. Mais les problèmes du Vietnam sont principalement les frontières maritimes avec la Chine, n'est-ce pas? La frontière terrestre est plus ou moins incontestée, n'est-ce pas? C'est vrai. La frontière terrestre a été délimitée il y a environ 20 ans. Ainsi, le problème le plus sérieux entre le Vietnam et la Chine reste en mer, notamment en ce qui concerne les différents maritimes sur les îles Paracels et Spratlys et diverses zones de la mer de Chine méridionale. Plus important encore, il ne s'agit pas seulement des frontières ou des différents maritimes. Les dirigeants vietnamiens s'inquiètent également de l'influence croissante de la Chine dans la région, en particulier au Laos et au Cambodge. Pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge ne sont pas seulement des amis, des voisins ou des frères, mais servent également de sorte de tampon pour protéger sa sécurité nationale. Après la guerre froide, le Vietnam a dépensé beaucoup d'argent et de ressources pour maintenir des liens étroits avec le Laos et le Cambodge, les considérant comme faisant partie du même bloc. Cependant, lorsque la Chine est devenue beaucoup plus puissante après les Jeux olympiques de Pékin en 2008, elle a remplacé le Vietnam en tant que plus grand investisseur et acteur économique au Laos et au Cambodge. Ce changement a suscité beaucoup d'inquiétudes parmi les dirigeants vietnamiens, non seulement à propos des questions maritimes, mais aussi de l'influence chinoise au Laos et au Cambodge. Le Vietnam est un pays très long. Lorsque vous subissez des pressions dues aux différents maritimes en mer de Chine méridionale et à celles venant du Laos et du Cambodge, vous vous sentez pris au piège entre les deux branches de l'influence chinoise. Donc, je pense que c'est la plus grande préoccupation géopolitique pour les Vietnamiens. Ils ont besoin que les Russes interviennent, au moins pour fournir plus de sécurité aux projets pétroliers et gaziers en mer de Chine méridionale. Il est très important de noter que, bien que le Vietnam ait de nombreux partenaires différents, tels qu'ExxonMobil des États-Unis, certaines compagnies espagnoles d'exploration pétrolière, l'Inde et la Corée du Sud, seuls les Russes sont présents depuis assez longtemps et ont été assez forts, ou, disons, assez courageux, pour résister à la pression chinoise. Un exemple très important a eu lieu en 2019 lorsque la compagnie espagnole Repsol a dû se retirer d'un projet pétrolier au Vietnam en raison de la pression chinoise. Les Russes n'ont jamais vraiment cédé à la pression chinoise et continuent d'opérer et d'aider le Vietnam avec ses projets pétroliers et gaziers. Cela a créé une forte confiance parmi les dirigeants vietnamiens quant aux intentions russes
et au soutien de la Russie pour le Vietnam dans le différend maritime en mer de Chine méridionale. Cependant, après l'invasion russe de l'Ukraine, il y a eu des préoccupations parmi les dirigeants vietnamiens concernant la trajectoire à long terme des développements russes et chinois. Et cela, je pense, a également joué dans la considération d'inviter M. Poutine à visiter Hanoï et à avoir des discussions plus ouvertes sur la coopération entre le Vietnam et la Russie dans les projets pétroliers et gaziers. Cela visait également à renforcer les liens vietnamo-russes dans un contexte géopolitique incertain. Pour les Russes, de nos jours, ils ont plus besoin de Pékin que l'inverse. Si vous n'avez aucune carte à jouer, alors vous êtes dans une position très désavantageuse lorsque vous négociez avec la Chine en termes de commerce et de soutien technique. Lorsque la Russie soutient le Vietnam en mer de Chine méridionale, cela donne aux Russes plus de jetons de négociation lorsqu'ils négocient des traités difficiles et des conditions pour le soutien chinois. Je pense qu'il est également dans l'intérêt des Russes, non seulement de soutenir leurs amis au Vietnam, mais aussi de donner aux Russes plus d'outils pour négocier de meilleurs accords avec la Chine à l'avenir. Cela empêche les Chinois de contrôler entièrement le récit sur la coopération avec la Russie. Il y a beaucoup de jeux géopolitiques complexes entre les trois pays, la Russie, la Chine et les États-Unis. Pour rendre les choses encore plus compliquées, comment voyez-vous le rôle de l'ASEAN dans ce contexte? Les 10 États de l'ASEAN, bientôt 11, sont très différents de l'UE-MAGRE et d'autres accords régionaux. Mais une chose est claire, ils veulent rester unis, n'est-ce pas? Ils considèrent l'Asie du Sud-Est comme une sphère et un espace commun qu'ils veulent partager. Ils ont plusieurs concepts, y compris une zone de paix, de liberté et de neutralité, pour garder tout aussi ouvert que possible. Pensez-vous que la connexion russo-vietnamienne est également un moyen d'attacher la Russie à l'espace de l'ASEAN? Ou est-ce aller trop loin? Eh bien, je pense que le Vietnam peut certainement servir de pont très important pour connecter la Russie aux pays d'Asie du Sud-Est. L'ASEAN est très importante. Elle compte près de 700 millions de personnes, principalement jeunes, et des économies en pleine croissance, y compris le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. Donc je veux dire, cela peut vraiment servir de voie alternative pour que la Russie se développe économiquement en dehors du monde occidental. Donc je pense que cet aspect de l'ASEAN est important. Un partenaire alternatif pour la Russie ne peut pas être exclu. Et le Vietnam, en tant que l'un des plus grands membres de l'ASEAN, peut inclure la Russie dans cette considération. Depuis qu'il est devenu membre de l'ASEAN en 1995, le Vietnam a toujours considéré l'ASEAN comme une plateforme très importante pour faire connaître ses intérêts nationaux et montrer au monde comment il mène sa politique étrangère de multilatéralisme. Mais en même temps, l'ASEAN n'a pas été très efficace pour aider les États revendicateurs, y compris le Vietnam et les Philippines, dans leur lutte contre l'influence et l'agression chinoise en mer de Chine méridionale. Le Vietnam en est bien conscient. Cela explique pourquoi le Vietnam a élargi ses partenariats stratégiques avec différents pays, y compris les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Ces pays sont très importants et peuvent aider le Vietnam à combler les déficits que l'ASEAN ne peut pas résoudre. L'ASEAN, comme vous l'avez mentionné, n'est pas une Union européenne. Elle présente de nombreux inconvénients, principalement en raison des perceptions divergentes de la menace chinoise dans la région. Des pays comme le Laos, le Cambodge et le Myanmar ne considèrent pas la mer de Chine méridionale comme leur problème principal.
Ils ne veulent pas sacrifier leurs intérêts économiques avec la Chine en raison de la pression de la mer de Chine méridionale. Pendant ce temps, des pays maritimes comme la Malaisie, les Philippines et le Vietnam estiment que la mer de Chine méridionale est très importante. Ils veulent que l'ASEAN adopte une position plus ferme contre l'empiètement chinois dans la mer de Chine méridionale, mais cela a échoué à plusieurs reprises. Cela explique pourquoi les Philippines, par exemple, ont abandonné leur neutralité et deviennent maintenant un allié américain, se rapprochant considérablement de cet état idéal. Le Vietnam joue à des jeux différents, mais ils connaissent les limites de l'ASEAN. Ils comprennent que s'ils ne dépendent que de l'ASEAN, ils ne pourront jamais vraiment réorienter leur politique étrangère pour maximiser leurs intérêts et se protéger contre la position de plus en plus puissante de la Chine en mer de Chine méridionale. Il est absolument clair que l'ASEAN ne peut pas fonctionner comme garant. Ce n'est pas une alliance de sécurité et elle n'a pas cette composante. La façon dont elle est structurée, avec son mécanisme de consensus, signifie qu'elle ne peut pas le faire, même s'il y a un soutien rhétorique. La comparaison entre la stratégie vietnamienne et la stratégie philippine est très intéressante, car le problème est très similaire. La Chine a des revendications sur lesquelles ces deux États ont également des revendications. Si vous regardez cela sur une carte, il est difficile de comprendre et de trouver beaucoup d'empathie pour la position chinoise quand vous voyez où se trouvent ces îles. Mais mettons cela de côté. Les Philippins ont également essayé, pendant un certain temps, de jouer un jeu neutre, mais ils y ont renoncé. Ils ont maintenant plus de bases et entretiennent des relations de sécurité plus fortes avec les États-Unis. Le Vietnam a toujours ses 4 noms. Pourriez-vous expliquer rapidement les 4 noms et comment vous pensez que le Vietnam essaie d'utiliser cette position neutre comme une position de sécurité vis-à-vis de la Chine? Oui, donc essentiellement, la politique étrangère du Vietnam est que le Vietnam n'attaquerait aucun pays. Le Vietnam ne s'alignerait pas avec un camp contre un autre. Le Vietnam n'autoriserait pas d'autres pays à utiliser ses bases pour attaquer d'autres nations. Le Vietnam n'utilisera pas la violence ou les outils militaires pour résoudre les différends internationaux. Essentiellement, il affirme activement sa neutralité. Premièrement, il ne s'engage dans aucune forme d'alliance militaire. Deuxièmement, il ne tolère pas l'utilisation de menaces militaires ou de coercition contre un autre État. Que ce soit en utilisant le Vietnam comme plateforme pour attaquer un autre pays ou en impliquant directement le Vietnam dans une coercition militaire avec un autre pays. Donc, je pense que la chose la plus importante est que cette politique concerne les alliances militaires. Elle signale non seulement aux amis du Vietnam, mais aussi aux rivaux potentiels, y compris la Chine, que le Vietnam ne s'alliera pas avec un autre pays pour se liguer contre la Chine. C'est un signal très important. Cela montre que le Vietnam ne veut pas être utilisé comme un outil par les grandes puissances. L'approche du Vietnam et des Philippines diffère considérablement dans leur perception des alliances militaires. Parce que je pense que cela découle également du passé historique du Vietnam pendant la guerre froide. À cette époque, le Vietnam était un allié soviétique. Le Vietnam comprend que faire partie d'un grand jeu de puissance n'est pas une bonne position pour les petits pays comme lui. Il a bien appris cette leçon. Après l'effondrement de l'Union soviétique, le Vietnam a dû changer sa politique étrangère. Il a dû trouver différentes voies pour protéger ses intérêts nationaux. Auparavant, le Vietnam était membre du mouvement des non-alignés. Previously, we are member of the non-alignment movement, but now I would say Vietnam is kind of like multi-allied with
Mais maintenant, je dirais que le Vietnam est multi-aligné avec différents pays. Les plus grands partenaires du Vietnam ne sont pas les plus grands pays comme la Chine, les États-Unis ou la Russie, mais en réalité des puissances moyennes. Celles-ci incluent le Japon, la Corée du Sud et l'Inde, qui sont toutes des puissances émergentes. Le Vietnam croit qu'en s'alignant avec ces puissances moyennes, il peut construire un réseau d'amis et de partenariats plus fort et plus fiable, qui se soutiennent mutuellement. Ce faisant, le Vietnam peut protéger ses intérêts en établissant une autonomie stratégique, au lieu de se rallier aux grandes puissances qui pourraient l'abandonner en temps de difficultés. Et je pense que c'est un cas très important. Pensons à 2012, pendant le deuxième mandat du président Barack Obama. Il y avait une controverse autour du banc de Scarborough aux Philippines. À cette époque, les Chinois sont venus au banc de Scarborough et y sont restés. Les Philippines ont protesté, bien sûr. Kurt Campbell, l'actuel tsar indo-pacifique de l'administration Biden, a conclu un accord avec les Chinois, disant que les deux parties devaient se retirer. Les Chinois ont accepté de se retirer, et les Philippines ont également accepté de se retirer. Les Philippines ont cru en l'accord de Kurt Campbell et se sont retirés du banc de Scarborough. Cependant, les Chinois sont restés, et les Philippines ont perdu le contrôle de la zone. Les Chinois n'ont rien fait à ce sujet. C'est un petit exemple qui montre que les grandes puissances abandonnent parfois leurs petits alliés. Pour des pays comme le Vietnam, en raison de l'histoire de la guerre froide, le Vietnam sait très bien que dépendre d'une grande puissance pour protéger les intérêts nationaux comporte des risques importants. Au lieu de cela, si vous faites confiance à vos amis pairs, ceux ayant des niveaux de pouvoir similaires et un intérêt commun à maintenir les lois et ordres internationaux, comme le Japon, la Corée du Sud ou l'Inde, il peut être plus facile pour le Vietnam de protéger ses intérêts. Compter sur une seule puissance, dont les politiques peuvent changer considérablement en fonction de qui est président, est risqué. Donc, je pense que c'est une voie différente pour les Vietnamiens et les Philippines dans la gestion du problème de la mer de Chine méridionale. Je ne suis pas sûr de savoir laquelle est la bonne, mais je pense que cela dépend vraiment du contexte et des situations de chaque pays pour établir une meilleure façon de résoudre leurs propres problèmes et de protéger leurs ressortissants. Cela a beaucoup de sens. En résumé, la stratégie vietnamienne est d'avoir des capacités de défense solides et de ne pas reculer devant les conflits, mais aussi de ne pas s'allier contre la Chine. Il ne devrait jamais se permettre d'être utilisé comme une rampe de lancement pour une autre puissance, ce qui est exactement ce qui est arrivé au Sud et au Nord Vietnam pendant la guerre froide. Les deux ont été exploités. Le Vietnam est l'un des seuls pays à avoir mené une guerre contre les États-Unis et à l'avoir gagnée, puis à avoir mené une guerre contre la Chine et à être toujours debout. Les dirigeants qui ont fait cela et les personnes qui sont encore au pouvoir sont fascinants. L'année dernière, la personne qui a serré la main de Joe Biden, alors que les Américains étaient ravis d'avoir de meilleures relations et de tenir tête aux Chinois, était quelqu'un qui s'était battu contre les Américains. Malgré toutes les raisons de rejeter une relation plus étroite, il est capable de poursuivre une politique étrangère rationnelle. Le Vietnam pense de manière très pragmatique. J'ai lu votre chapitre dans notre projet de neutralité. Je trouve fascinant la façon dont vous avez expliqué comment les héritages historiques façonnent les considérations idéologiques et les perceptions de la neutralité en Autriche et en Suisse. C'est pareil pour le Vietnam aussi. Pour le Vietnam, les héritages historiques jouent un rôle très important dans la perception des ennemis et des amis. Par exemple, nous avons été sous domination chinoise pendant 1000 ans.
Nous avons toujours été attaqués par les Chinois pendant différentes dynasties. La dernière guerre que nous avons eue était avec la Chine en 1969. Cependant, maintenant la Chine est le premier partenaire stratégique global du Vietnam. Et nous avons une relation de parti à parti entre les deux partis communistes. Party-to-party relationship between the two communist parties. We had China as the biggest trade partner. The important, La Chine est notre plus grand partenaire commercial. Une leçon importante sur la relation vietnamo-chinoise est qu'un haut dirigeant vietnamien a dit « Si vous voulez être un leader du Vietnam, vous devez savoir comment serrer la main des Chinois et comment leur tenir tête en même temps. Vous ne pouvez pas seulement tenir tête aux Chinois, ni seulement leur serrer la main, car alors vous perdez votre souveraineté. C'est ainsi que le Vietnam mène sa politique étrangère. Ce n'est pas seulement une question de pragmatisme, mais aussi de principe. Vous ne pouvez pas laisser vos sentiments aller trop loin, car ce serait irrationnel dans la conduite de la politique étrangère. Par exemple, le Vietnam et les États-Unis se sont réconciliés après 40 ans depuis la chute de Saigon. La guerre a tué près de 5 millions de personnes. En l'espace de 2 ou 3 décennies, le Vietnam et les États-Unis sont devenus des partenaires commerciaux complets, devenant essentiellement des alliés économiques. Aujourd'hui, les États-Unis considèrent le Vietnam ainsi que l'Inde comme l'un des États pivots les plus importants en Asie au XXIe siècle. C'est un incroyable parcours de réconciliation entre deux pays, non seulement entre le Vietnam et les États-Unis, mais aussi entre le Vietnam et la Chine. Les héritages historiques jouent un rôle très important dans la formation de la perception de la manière dont la politique étrangère doit être menée. Je trouve tout cela assez fascinant. Une question, et c'est purement hypothétique ou spéculatif, est que pendant la guerre froide, les grandes puissances ont essayé à plusieurs reprises de mener une diplomatie efficace par le biais d'États neutres. L'exemple principal pour moi est la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe en 1975. C'était un énorme accord et un énorme succès diplomatique, menant à la détente. Cela est arrivé parce que l'Union soviétique a demandé à la Finlande de proposer l'idée aux autres. Ils savaient que si eux-mêmes la proposaient, rien n'en sortirait. Les Finlandais l'ont fait, et bien que cela ait pris 5 ans, cela a pris une direction positive. Pensez-vous que les Russes envisagent peut-être de demander au Vietnam d'utiliser ces liens positifs avec d'autres acteurs pour aider à pacifier la situation? En Corée du Nord, ils ont conclu un accord de sécurité strict qui stipule qu'ils veulent la stabilité en Asie du Nord. C'est un objectif. Non, la péninsule coréenne devrait être stable et paisible. En même temps, si vous donnez du pouvoir à la Corée du Nord, cela envoie un message très négatif aux Japonais et aux Sud-Coréens. Pensez-vous que les Russes vont essayer de demander l'aide du Vietnam pour rétablir les liens? Oui, je pense que c'est une question très importante. Commençons par la Corée du Nord. Rappelez-vous en 2019, quand Kim Jong-un a visité Hanoï, après un voyage en train de 5 jours depuis Pyongyang, en passant par la Chine. Il a rencontré le président Trump à ce moment-là et a essayé d'avoir un deuxième sommet avec lui pour établir une certaine stabilité entre le régime nord-coréen et Washington. La conférence ne s'est pas avérée très réussie. Cela dit, l'un des objectifs très importants de l'État vietnamien est de devenir un État neutre plus actif. Cela signifie ne pas prendre parti, mais promouvoir les règles et l'ordre internationaux et essayer de réconcilier les différentes perceptions et différences entre les divers camps. Cela est particulièrement important, car en 2022, lorsque le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité Washington et a prononcé un discours au CSIS, on lui a demandé quel camp le Vietnam avait choisi dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le Premier ministre a déclaré
que le Vietnam n'avait pas choisi de camp, mais avait choisi la justice. Nous essayons de réconcilier et de faire la paix au lieu de la guerre. Je pense que les Vietnamiens jouent un rôle très important. Le cas de la Russie est nouveau. Poutine a visité Hanoï il y a quelques jours, donc nous ne sommes pas vraiment sûrs du message qu'il a transmis du Vietnam à Washington. Cependant, le Vietnam a été un communicateur très positif entre la Chine et les États-Unis pendant la rivalité des grandes puissances. En tant qu'État communiste très amical avec les États-Unis, le Vietnam joue un rôle extrêmement important en tant que canal de communication entre la Chine et les États-Unis. En devenant un État neutre actif, le Vietnam peut certainement jouer un rôle plus important dans la réconciliation des intérêts russes. Je pense que c'est assez regrettable pour le Vietnam de ne pas avoir envoyé de délégués au sommet pour la paix en Ukraine récemment. Je crois que c'était une erreur de politique, mais cela peut changer à l'avenir. Pour que le Vietnam devienne un État neutre plus actif, il devrait jouer un rôle plus actif dans la promotion de la réconciliation entre les différentes parties. Cela inclut non seulement entre la Russie et l'Occident, en apportant des solutions plus pragmatiques et durables à l'invasion russe de l'Ukraine, mais aussi en réconciliant les différences entre la Chine et les États-Unis. Si le Vietnam peut le faire, il peut devenir un État neutre très important et réussi. En même temps, il peut protéger ses propres intérêts nationaux et promouvoir son image nationale en tant que pays international. Vous savez, ils vont de pair. La plus grande incompréhension concernant les États neutres est qu'ils restent en dehors de tout et ne font rien. C'est le contraire qui est vrai. Ils doivent toujours s'engager dans une diplomatie et un commerce multi-aligné parce que la diplomatie est l'autre face du commerce. En faisant cela, ils ont la capacité de s'engager avec les autres. En ce sens, je pense que le Vietnam joue actuellement un jeu absolument merveilleux. J'admire vraiment la capacité des diplomates vietnamiens et des penseurs politiques en ce moment. Nous arrivons à la fin de notre temps. Alors, Dr. Nguyen, où les gens peuvent-ils trouver vos analyses et vos écrits? Dr. Nguyen, where can people find your analysis and your writing? What's the best place to follow you? Quel est le meilleur endroit pour vous suivre? Eh bien, j'ai écrit une chronique sur fundglobal.sg, qui est le site de publication de mon institut. J'écris aussi occasionnellement pour d'autres publications comme The Diplomat et le East Asia Forum. Et bien sûr, j'ai coécrit un chapitre dans le livre qui va également être publié avec vous. Je pense que les gens apprendraient beaucoup de votre chapitre, autant que moi. Merci beaucoup. Je vais tout lier dans la description et ensuite, nous vous recontacterons très bientôt, j'espère. Dr. Nguyen, merci beaucoup pour aujourd'hui. Avec plaisir. C'était un plaisir de parler avec vous. My pleasure. It's been great talking to you.